Je pense que c'est le meilleur conseil. Réfléchissez constamment à la façon dont vous pourriez mieux faire les choses et vous remettre en question. Elon Musk. Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur Martial Dave. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Clique sur le bouton d'abonnement tout juste en bas et clique également sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos que je publierai ultérieurement. Et si tu es un ancien abonné, alors bienvenue encore de nouveau. La dernière fois, on a parlé de concept de variables, de chaînes de caractères. Ça, c'est la troisième vidéo de la série Python pour tous. Il faut savoir que j'ai décidé donc de créer cette série de tutoriels pour essayer d'apporter un peu mon aide à ceux qui voudraient faire le début avec la programmation Python. Il faut savoir que dans ces vidéos, je te présente uniquement les concepts clés qui te permettront d'acquérir de l'autonomie rapidement et par la suite te permettre d'écrire déjà tes premiers programmes en Python. Ceci dit, il est très important que je rappelle que si tu veux approfondir donc, les concepts qui sont présentés dans mes vidéos, je te conseillerais d'aller sur le site de la documentation officielle de Python que voici. Donc c'est python.org, je pense. Python.org, je crois que c'est comme ça. Il faut savoir que ça sur le site officiel de la documentation de Python, c'est également à travers ce site que tu vas télécharger l'interpréteur de Python, tu vas l'installer sur ta machine et la faire fonctionner. Je l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos, je pense dans la playlist comment développer les applications web professionnelles avec Python et Flask. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Toi aussi tu peux faire des recherches et venir sur le site, c'est très simple. Tu viens sur le site et tu cherches tout simplement le setup et puis tu l'installes. Donc ça c'est le site donc officiel de Python. Sur le site tu as pas mal d'informations concernant l'évolution de Python, concernant les nouvelles versions qui sont présentes actuellement. Et tu as également une communauté assez large sur Python. Tu as la documentation. Comme je disais tantôt, si tu veux venir télécharger, tu viens sur le bouton download et puis tu télécharges la version qui correspond à ton système d'exploitation. Ici, je te montrerai un peu. Je veux qu'on parcourt ensemble la documentation. Voilà. Donc, si je clique sur la documentation, tu vas voir que ici, tu as le niveau beginner qui est débutant, le niveau moderate qui disons intermédiaire, le niveau ici advanced qui est avancé. T'as pas mal de ressources également ici sur Python, la version 3. T'as même les tutoriels, donc tu peux venir ici, tu cliques sur tuto si tu veux. Et t'as les tutos, ça c'est les tutos qui sont présents sur le site officiel, donc il n'y a pas mieux en fait. T'as toute une série d'informations. Voilà. Tu peux venir parcourir la documentation et voir également des exemples qui ont été faits sur le site officiel. Bien entendu, il existe également d'innombrables ressources, d'innombrables tutoriels également sur le sujet. Je veux vraiment susciter de la recherche personnelle et de l'intérêt en toi pour que tu puisses faire tes propres recherches et t'améliorer des conséquences. Voilà. Donc, pour rappeler ce qu'on a fait la dernière fois, on a parlé de variables, on a parlé de chaîne de caractères. Donc, je vais juste faire un petit résumé en quelque sorte. Alors, il faut savoir que les noms de variables, en fait, sont des noms
que tu choisis toi-même assez librement. Parce que la dernière fois, on a parlé de comment déclarer une variable, comment affecter une valeur à une variable, c'est-à-dire, par exemple, x, je sais pas moi, ou non, égale, je sais pas moi, Alex, voilà. Donc, voilà une variable que je viens de déclarer et à laquelle j'ai affecté une valeur qui se trouve être une chaîne de caractères qui s'appelle Alex. Il est important de préciser que tu dois t'efforcer de bien choisir le nom de tes variables. Le nom de tes variables doivent être, les noms doivent être de préférence assez courts, mais aussi explicites. Explicite de manière à exprimer clairement ce que la variable est censée contenir. Tu vois qu'ici, j'ai donné le nom de ma variable nom. C'est-à-dire que j'attends que ma variable contienne un certain nom. Ok? Donc, la variable doit décrire, doit exprimer ce qu'elle est censée contenir. Je prends un autre exemple. Tu donnes un nom de variable altitude convient mieux que x pour exprimer une altitude. Ok? Donc, un bon programmeur doit veiller à ce que les lignes d'instruction soient faciles à lire. Sous Python, les noms de variables doivent en outre obéir à quelques règles simples. Le nom de variable, en fait, c'est une séquence de lettres, c'est-à-dire de A à Z, et de chiffres de 0 à 9, qui doit toujours commencer par une lettre. C'est-à-dire que ta variable doit toujours commencer par une lettre. C'est-à-dire que supposons que j'appelle ma variable 9 Patson. Ok, et j'ai dit j'affecte une variable, je sais pas moi, n'importe quoi, 10. Si je l'exécute, j'aurai une erreur. Python va déclencher une erreur parce qu'il n'arrive pas à interpréter ce que je viens d'écrire. Tout simplement parce que j'ai commis une erreur de syntaxe. Voilà, donc il me mentionne là invalid syntax. Il me dit exactement même le type d'erreur que je viens de commettre. En l'occurrence, une erreur de syntaxe. Donc, le nom d'une variable doit toujours commencer par une séquence de lettres, par une lettre. Okay? Seules les lettres ordinaires sont autorisées, c'est-à-dire que les lettres accentuées, les CJ, les espaces, les caractères spéciaux tels que le dollar, le dièse, arrobas sont interdits à l'exception du caractère de 8 en fait, le trait de 8. C'est-à-dire que je peux appeler ma variable comme ça. Nom de famille. Tu vois qu'ici j'ai utilisé le trait de 8. Ok? Donc j'ai utilisé le trait de 8. J'ai dit nom de famille, par exemple j'ai mis Camden. Voilà, donc si je l'exécute, j'ai pas d'erreur. Donc ça c'est un nom de variable acceptable. Ok? La casse est significative. Ça veut dire quoi la casse est significative? Ça veut dire que si tu appelles ta variable comme ceci, je sais pas moi, comme je viens de mentionner, comme je viens de l'écrire même, prenons le même exemple, nom de famille, je mets la Camden. Si par la suite je dis nom de famille comme ça, que je mets la Queen, et si par là-bas je mets nom de famille, je fais là du ZP par exemple, tu vois très bien que j'ai ça semble décrire la même chose, mais en réalité ce sont trois variables différentes. Parce que la casse est significative en Python. Ça veut dire quoi la casse est significative? Ça veut dire que les caractères majuscules et minuscules sont distingués. Ok? C'est-à-dire ici j'ai un nom de famille en minuscule. Ici j'ai un nom de famille, la première lettre c'est une lettre majuscule. Ici toutes les lettres nom de famille c'est complètement en majuscule. Donc c'est trois variables différentes. Je sais pas si tu comprends. Donc, si j'exécute, il n'y aura pas d'erreur. C'est trois variables différentes. Trois variables différentes. Donc, c'est très important de respecter la casse en Python.
Euh, donc, en général, la dernière fois également, on avait parlé de, je pense, de l'affectation, de l'opérateur d'affectation. Euh, Voilà, en Python, comme dans de nombreux autres langages, l'opération d'affectation est représentée par le signe égal. C'est ce signe égal-ci qui représente l'opérateur d'affectation. Cela voudrait tout simplement dire que je suis en train d'affecter une certaine valeur à ma variable nom de famille. Voilà. Puis, on a parlé de quoi est-ce qu'on a parlé on a parlé de chaîne de caractères aussi. On a dit que toute information qui se trouve à l'intérieur des guillemets est considérée comme une chaîne de caractères. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau concept. On va parler de l'input. Et je vais très rapidement t'expliquer en quelque sorte ce que c'est censé représenter. Alors, input, comme tu peux le voir ici, permet d'obtenir des informations des utilisateurs. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur on va pouvoir interagir, on va pouvoir écrire un programme qui interagir avec l'utilisateur final. C'est-à-dire que on demande à l'utilisateur de fournir un certain nombre d'informations et il les fournit et puis on traite ces informations-là. Donc la fonction invite donc l'utilisateur à fournir des données en renvoyant ces données sous forme de chaîne de caractères. Ici on précise que la fonction input renvoie un type voilà, une donnée de type string, c'est-à-dire chaîne de caractères, quelle que soit l'entrée. On va très rapidement comprendre le pourquoi. Supposons que je demande l'âge voilà, de l'utilisateur. Je vais ici déclarer une variable. Je vais ici poser une question. Voilà, je déclare une variable que j'appelle question et je passe la fonction input, qui est une fonction prédéfinie du langage Python. Qu'est-ce que cela voudrait même dire? Alors, prenons le cas de la langue française. Dans la langue française, pour s'exprimer, on utilise des verbes, n'est-ce pas? Ce sont des verbes qui existent depuis, voilà, la nuit des temps. C'est-à-dire que les académiciens, ceux qui travaillent à l'Académie française, ont décidé un jour que voilà, pour dire telle chose, il faut utiliser tel verbe. C'est la même chose avec le langage de programmation Python. Et lui aussi, il a des conventions. Lui aussi, il a des verbes. En l'occurrence ici, on va plutôt utiliser le mot fonction prédéfinie ou mot-clé. C'est-à-dire que input, c'est une fonction prédéfinie du langage de programmation. Donc, voilà un peu comme un verbe qui est utilisé pour exprimer quelque chose. Ici, on va utiliser input pour demander une certaine information à l'utilisateur. Donc, chaque fois que tu veux écrire un programme qui va demander de l'information à un utilisateur final, tu utilises donc la fonction input. Ok? La fonction input est une fonction prédéfinie du langage de programmation Python. Alors, ici, on va poser une question à l'utilisateur. On va lui demander quel est ton âge, par exemple. Quel est ton âge? Excusez les erreurs d'orthographe. Hein. Donc, quel est ton âge? Quel est ton âge? Voilà. Quel est ton âge? Ça, c'est la première question. Voilà. Dans la seconde cellule, je vais peut-être créer notre variable que je vais appeler âge. Et puis, je vais faire comme ceci. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Hein. Donc, si on exécute la première cellule, l'instruction qu'on a écrite à la première cellule, si on fait cliquer sur Run, tu vois très bien que l'utilisateur voit une question affichée à l'écran qui lui demande quel est ton âge. Quel est ton âge? Puis, moi maintenant, je vais fournir mon âge à l'écran. Je vais mettre là 30, par exemple.
et je vais exécuter, cliquer sur Run. Donc, j'ai fourni 30 comme étant mon âge. Maintenant, je veux mémoriser en fait cette information dans une autre variable. Ok? Donc, la première variable pose une question à l'utilisateur. Quel est ton âge? Puis maintenant, l'utilisateur passe à travers le clavier, fournit à travers le clavier son âge. Puis maintenant, on doit mémoriser l'âge de l'utilisateur dans une autre variable. Rappelons-nous qu'une variable n'est là que pour contenir une information, pour stocker de l'information. Donc, je déclare une variable ici, âge, et puis je vais repasser ici, entre parenthèses, je vais mettre ici question. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre fonction prédéfinie qui s'appelle int. Int va me permettre de convertir en quelque sorte l'information fournie en un entier naturel. Si tu te rappelles, ici j'ai mentionné que si une chaîne est en entrée, input va renvoyer une chaîne de caractères. Si un nombre est en entrée, input va renvoyer toujours une chaîne de caractères. Or, moi je veux pas qu'il renvoie une chaîne de caractères. Je veux le forcer à me renvoyer un nombre entier. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser cette méthode prédéfinie qui est prédéfinie au langage de programmation Python, qui s'appelle int, qui va permettre tout simplement de convertir la chaîne de caractères qui est que l'utilisateur a fourni. Parce que quand l'utilisateur fournit 30, dans sa tête, en fait, il fournit 30. Mais input, lui, il va convertir ça en chaîne de caractères. Lui, il renvoie toujours une chaîne de caractères. Donc, moi, je vais tout simplement forcer que cette chaîne de caractères devienne un nombre. Donc, je vais utiliser cette méthode prédéfinie in pour convertir. Donc, je vais exécuter également ce bloc d'instruction. Et puis, je vais afficher son contenu en écrivant tout simplement son nom. Donc, je clique sur Run. Je clique sur Run. Oh là là. Alors, le signe astérisque veut dire qu'il est toujours en train de... L'interpréteur est toujours en train d'exécuter. Ça, c'est un petit problème parce que je devrais faire tout ça dans la même cellule pour éviter ce type de... Donc, alors, je clique sur Run de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Alors, souvent, il peut arriver qu'on a des petits problèmes de mémoire. Donc, je vais venir sur le kernel. Et je vais faire Restart. Restart Unroll All. Alors, je clique sur Restart. Unroll All. Voilà, il me demande mon âge, donc je clique sur 20, puis je fais Run. Alors, un petit problème encore. Je fais encore Restart Unroll All. Là, ce problème parce que je suis en train de programmer directement avec en mode interprété. Donc, quel est ton âge? Je mets 20 et j'appuie sur la touche entrée. Ok, je vais appuyer sur la touche entrée là maintenant. Mettons 30, j'appuie sur la touche entrée. Voilà. J'appuie sur la touche entrée. Je ne devais pas cliquer sur Run parce que c'est un peu comme si je faisais une double exécution et ça n'a pas de sens. Donc, j'ai appuyé sur la touche entrée. Donc, voilà que j'obtiens en output, c'est-à-dire en sortie, 30. Et ce qui est correct. Ok. Donc, quel est ton âge? Voilà. On demande à l'utilisateur, il fournit son âge. Et puis, on mémorise son âge dans la variable âge. Et puis, on affiche son âge. Et on voit 30 à l'écran. Ok. Donc, c'est très intéressant. Ici, je pourrais également créer une autre variable que je vais appeler moi. Et je fais là, je multiplie l'âge de l'utilisateur par 12 pour obtenir son âge en nombre de mois. Et puis, j'utilise la fonction print
Puis je passe F là. Donc ça dit que ça tend un paramètre. Et là je vais mettre l'âge de l'utilisateur est égal à, je mets la mois et ouais, moi je fais point et puis j'exécute. 30 est égal à 360 mois. Ok, donc là j'ai converti son âge en mois. Comme tu peux le voir, comme tu peux le constater, c'est sûr à quoi sert la fonction input. Pour te démontrer en fait ce que je te disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il renvoie une chaîne de caractères, même si l'utilisateur fournit un nombre, je vais essayer de te le démontrer. Ok, donc je vais écrire ici, déclarer une variable que je vais appeler nombre. Je fais égal, je fais input et puis ici je dis entrer un nombre. Ok, je dis demande entrer un nombre. Si je demande à l'utilisateur d'entrer un certain nombre, puis j'affiche le nombre en question en utilisant print cette fois-ci. Puis j'utilise une variable que je vais appeler nom et je vais dire input. Je dis par exemple entrer un nom. Entrer un nom. Bah, c'est pas important, hein. Entrer un nom et si je mets les deux points, voilà. Et puis ici je vais également afficher le nom en question. Donc là, si j'exécute mon bloc de code, on me demande d'entrer un nombre. C'est-à-dire que j'entre, voilà, disons 45. J'appuie sur entrée. Il me demande d'entrer un nom également par la suite. J'entre un nom, je vais appeler, par exemple, Paul. J'appuie sur la touche entrée et il affiche le résultat. Donc, j'entre un nombre, il affiche le résultat 45. J'entre un nom, il affiche le résultat. Il affiche également en sortie Paul. Ce que je vais faire dans la prochaine cellule, c'est que je profite également pour introduire justement un autre argument, une autre fonctionnalité du langage, pour faire un commentaire sur une ligne. En Python, on utilise le JS, effectivement, certainement dans la vidéo précédente, tu avais vu ça. J'utilise le JS pour faire un commentaire. Donc ici, par exemple, je vais dire afficher le type de la valeur en entrée. Ça, c'est juste un commentaire. C'est-à-dire que quand tu vas exécuter ça, Python va tout simplement ignorer ce qui est écrit. C'est juste un commentaire. Donc, j'utilise banalement la touche, le caractère spécial JS. Maintenant, si je veux, je vais faire print ici et je vais écrire là. Le type du nombre est, voilà. Je vais utiliser une autre fonction prédéfinie du langage de programmation qui s'appelle type. Type, c'est une autre fonction prédéfinie du langage de programmation qui va te permettre de deviner le type d'une variable. Donc j'utilise type et je vais passer donc ma variable nombre que j'avais déclarée ici en haut. Je vais connaître son type. Et je fais de même pour le nom, que le type de nom est, voilà. Puis je fais la virgule. Et puis je passe donc ma variable nom. Et puis j'exécute.
Voilà. Tu vois que effectivement, nombre est de type, il met ici str, ici il met str qui veut dire string. String, comme on l'a vu dans la vidéo d'avant, string, cela représente une chaîne de caractères. Donc tu vois que malgré le fait que l'utilisateur avait passé un nombre ici, lui, il interprète comme une chaîne de caractères parce que input, en fait, c'est ce que input renvoie. Input renvoie une chaîne de caractères indépendamment de la valeur qui est passée. C'est la raison pour laquelle, si tu veux convertir, en fait, le nombre que l'utilisateur passe, tu utilises la fonction prédéfinie qui est int, qui va te permettre au final de convertir. Ok? Donc c'est comme ça qu'on fait pour trouver le type d'une variable. Donc tu passes seulement type et tu passes le nom de la variable et puis Python va te donner le type de la variable en question. Voilà. Donc ceci en fait c'était un exemple assez intéressant que je voulais en fait te montrer. Je vais également utiliser voilà, si j'écris nom là, ça m'affiche donc la chaîne de caractères nom. Alors il faut savoir qu'il est possible aussi de regarde justement la différence entre print non et non. Tu vois qu'ici dans la console en sortie, il t'affiche le nom avec les guillemets. En fait, il t'affiche le nom il t'affiche il t'affiche le contenu de la variable nom avec les guillemets, en fait, pour te préciser qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Par contre, si tu utilises la commande qui est communément la méthode la plus utilisée pour afficher de l'information ou le contenu d'une variable, il te l'affiche sans la chaîne de caractères. Donc ça, c'est la différence subtile qu'il y a entre les deux méthodes d'affichage. Maintenant, je vais préciser, te montrer comment est-ce qu'on fait pour trouver la longueur d'une chaîne de caractères. Donc je vais mettre ici longueur en commentaire d'une chaîne de caractères. Il y a une fonction prédéfinie du langage qui s'appelle length, qui te permet de définir, de trouver la longueur d'une chaîne de caractères. Supposons qu'on veut savoir combien de caractères contient Paul, okay, qui est notre variable nom en quelque sorte. Donc je vais passer ici nom, et puis je vais appuyer sur entrée, et il m'affiche en sortie 4, et effectivement c'est vrai. Si tu comptes le nombre de caractères de Paul, tu as 1, 2, 3, 4 lettres. Donc len va te permettre donc d'afficher le contenu d'une chaîne de caractères. Tu peux également faire comme ceci, hein, si tu veux. Tu peux également faire comme ceci, length, je sais pas moi, tu passes directement la chaîne de caractères. Maman, par exemple, je t'aime. Maman, je t'aime. Attention, attention, ici je vais profiter également pour introduire un autre concept. Si tu veux afficher, tu vois, le guillemet dans une chaîne de caractères, tu utilises le caractère spécial anti-slash et puis tu passes le caractère par la suite. Donc si je fais run, effectivement il va te dire que ça contient 16 caractères, ce qui est vrai. Si on veut compter en main linéaire, on va voir que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Tu vois qu'il compte également les espaces comme étant des caractères. Voilà, donc je voulais justement profiter pour te montrer ça. Il y a également notre concept qui est aussi intéressant vu qu'on parle de chaîne de caractères et aussi ce qu'on appelle la concaténation d'une chaîne de caractères, deux chaînes de caractères. La concaténation qui voudrait dire encore la fusion de deux chaînes de caractères. Donc je peux par exemple dire, faire comme ça, maman, et puis je fais plus, et puis je fais comme ça, où es-tu? Où es-tu?
ok, et puis je fais run, et puis il m'affiche exactement toute la chaîne en une seule fois. Maman, où es-tu? Attention qu'ici il colle parce que j'ai pas mis l'espace. Donc si je viens ici, je mets l'espace, je clique sur run, tu vois comment il me dit maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Maman, où es-tu? Tu vois? Donc c'est donc pour fusionner deux chaînes de caractères, donc pour faire la concaténation de deux chaînes de caractères, bah tu utilises tout simplement l'opérateur de l'addition, c'est-à-dire permet de fusionner deux chaînes de caractères. Comment dirais-je, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ce concept, je sais pas. Donc il faut aussi également tenir compte des erreurs quand tu écris ton code, parce que si tu fais par exemple 1, je fais là, si je fais 1 divisé par 0 et puis j'exécute, bah j'aurai une erreur, division by 0. On a vu, celui qui a fréquenté au moins jusqu'au bac, c'est que on disait que 1 sur 0 c'est équivalent de l'infini, et raison pour laquelle quand on t'exécute ici, Python te signale une erreur et te dit bah c'est une erreur. Et plus tard quand on aura atteint un certain niveau, je te montrerai comment gérer ce type d'erreur. Bon, voilà. Ceci, il faut pas confondre. Si je fais int, comme j'ai dit que le mot clé int ou la fonction prédéfinie int permet de convertir une chaîne de caractères en nombre. Supposons qu'on a la chaîne de caractères 20. 20 ici est considéré comme une chaîne de caractères parce qu'il est entre les guillemets. Il est entre les guillemets. Donc du moment où il est entre les guillemets, il est considéré comme une chaîne de caractères. Il n'est pas interprété comme étant un nombre. Donc pour le convertir, tu passes juste la fonction prédéfinie int. Et puis là, tu fais run. Là maintenant, il est considéré comme un nombre. Ok? Très intéressant tout ça, n'est-ce pas? Bon, je pense que c'est bon. Je pense que tu as compris un peu aussi le but de la fonction input. Input va te permettre en quelque sorte de demander une information à l'utilisateur. Donc, lorsque tu veux écrire un programme interactif avec l'utilisateur final, bah, écoute, tu peux utiliser donc ta fonction input dans ton programme. Donc, voilà, bien entendu, dans cet exercice, moi, ce que je fais en quelque sorte, c'est juste de te présenter les concepts clés, voilà. Bien entendu, tu devrais, si tu veux approfondir un peu ces thématiques, aller sur la documentation du Python, et là, tu pourras trouver pas mal d'infos. Fais tes recherches personnelles, parce que l'objectif pour moi surtout, c'est de susciter en toi vraiment cet intérêt à la recherche personnelle et à l'expérimentation personnelle aussi. Tu peux même voir les success stories, tu peux voir les gens qui ont créé des business dans l'éducation, l'ingénierie, etc. Mais les événements, Python Events, dans les groupes. Donc vraiment, va sur le site de la documentation et essaye de visiter un peu pour voir à quoi ça ressemble. Bien entendu, comme d'habitude, ce petit bout de code qui au final n'est que pour s'exercer, se trouvera sur mon profil GitHub à la fin. Tu trouveras ça sur introduction. Tu as vu, c'est ça sont les tutos qu'on a fait dans les 2 dernières vidéos. Donc tu trouveras ici un nouveau dossier qui s'appellera tuto version 2 et qui contiendra le code source de ce qu'on a fait aujourd'hui. La prochaine fois, on ira un peu plus loin. On va faire des choses encore beaucoup plus intéressantes. Sur ce, vraiment, je t'encourage à continuer à apprendre. Sache que Python, c'est un langage de programmation qui ne fait que croître. Et vraiment, si tu maîtrises ce langage ou bien si tu développes des compétences techniques là-dessus, rassure-toi que ça ne pourrait être que bénéfique dans un futur proche. Alors, si t'as aimé cette vidéo, mets-moi un petit like, un petit commentaire, abonne-toi, n'oublie pas la cloche. Et voilà, on se trouve bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.